Voilà, on continue cet après-midi avec une nouvelle table ronde intitulée CSRD, d'où lourdeur administrative ou levier de transformation des entreprises. Et pour l'animer, je vous demande d'applaudir Johanna Pelsman, responsable de la pratique environnement et ESG du bureau Paris Osborne Clark. Merci beaucoup Annabelle. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être là parmi vous pour parler de ce sujet ô combien important et complexe. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier Émilie Blaise d'avoir organisé cette table ronde et de nous avoir réunis sur ce sujet, donc lourdeur administrative ou levier des transformations pour la CSRD. Et puis, avant de rentrer dans le vif du sujet et vous présenter nos intervenants, si vous me le permettez, 2-3 lignes et 2-3 informations sur CSRD. Vous allez le voir, on va probablement utiliser beaucoup d'acronymes et je vais essayer de vous ouvrir les informations. Alors la CSRD, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout une directive qui a été adoptée fin 2022 au niveau de l'Union européenne et qui a été transposée par la France fin 2023 et qui est applicable dès le 1er janvier 2024. Alors qu'est-ce que c'est que la CSRD ? C'est donc une directive qui vient renforcer les obligations de reporting en matière de durabilité des entreprises, c'est-à-dire que les entreprises doivent analyser les risques et les opportunités que représente la durabilité pour elles dans leur modèle d'affaires. Alors sont concernées beaucoup d'entreprises aujourd'hui par la CSRD. On estime à peu près à 55 000 entreprises au niveau européen l'impact de cette CSRD. Et puis on a une standardisation du contenu du reporting puisque des normes ESRS, et là c'est un nouvel acronyme dont je vais vous parler tout de suite, c'est-à-dire le European Sustainability Reporting Standard, c'est-à-dire ce sont des normes qui ont été travaillées par l'EFRAG pour permettre justement cette harmonisation en matière de reporting de la durabilité. Donc on a cette standardisation et puis on a la venue d'auditeurs qui vont vérifier la véracité et reporter les informations telles qu'elles auront été disclosées par les entreprises. Donc vous le voyez, il y a tout un système qui se met en place avec pour finalité transposer de plus d'informations environnementales dans ces fameux reporting. Alors, l'objectif principal, et je vais en terminer là, c'est de permettre aux investisseurs d'orienter leurs capitaux vers des investissements durables, mais aussi d'intégrer la durabilité dans leur système de gestion du risque, et puis, en fin de compte, favoriser la transparence au niveau de toutes les entreprises. Alors, pour répondre à cette question lourdeur administrative ou levier des transformations d'entreprise, nous avons ici Éric Duvaux, donc, qui est directeur des normes de durabilité de l'autorité des normes comptables. Nous avons Karine Hilero, qui est vice-présidente CR et Sustainability Stratégie de Stellantis, mais qui est aussi ancienne présidente du groupe de travail sur la performance extra-financière du MEDEF. Nous avons Christian Poyot, qui est président et cofondateur de Micropole, ancien coprésident de la commission Mutation technologique et Impact sociétaux. Christian est aujourd'hui président de la mission Flash sur la CSRD mise en place par Patrick Martin avant l'été. Il nous en parlera à la fin de cette table ronde. Et puis enfin, tout à fait, Julien Rivals, qui est associé de chez Deloitte Sustainability Service, donc qui est auditeur. Et enfin, voilà, Pierre Berlioz, à qui je vais passer la parole, qui est professeur de droit, directeur Europe et international de l'IUMM, et coprésident du comité Finances durables et reporting ESG du MEDEF. Alors Pierre, je vous laisse la parole. Merci. Alors, pour commencer, pour dresser un petit peu le panorama, et puisque c'est la question qui est posée de la lourdeur administrative ou de l'élément de transformation, du levier de transformation des entreprises, la première chose à faire, la première chose qu'on a pu faire, c'est de poser directement la question aux entreprises. Donc un sondage MEDEF, AFEP, C3D a été réalisé en août-septembre 2024. Donc vous voyez le nombre de réponses qui a été fait à ce sondage, avec l'objectif de faire un point de situation sur la mise en œuvre de la CSRD dans les entreprises. Donc 103 réponses. Et qu'est-ce qui ressort ? Qu'est-ce qui ressort de ce sondage ? Plutôt la première partie quand même de la question. 8 entreprises sur 10, vous le voyez, considèrent qu'on est en face d'une lourdeur. Le rapport est complexe, il est perçu comme lourd, trop granulaire, et que finalement, le rapport entre charge administrative et performance, capacité de s'engager dans des actions RSE est plutôt au détriment de ce qui est demandé, et qu'on est en face
d'une lourdeur, finalement, d'une lourdeur administrative. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, ce sondage sera d'ailleurs disponible à la fin du mois. On voit que dans la mise en œuvre de la CSRD, c'est quelque chose qui mobilise beaucoup les équipes, très, très largement. Vous ne l'avez pas sur les slides, mais en moyenne, le chiffrage est de 24 TP annuels. Ça a donné lieu, la mise en œuvre de la CSRD a donné lieu à un certain nombre de recrutements, aussi un apport d'expertise extérieure, donc évidemment des coûts importants qui sont liés à la mise en œuvre de la CSRD. Pourquoi ? Parce qu'il y a un besoin à la fois de collecte de la donnée, c'est un élément fondamental, aussi tout simplement d'interprétation. La CSRD, les ESRS que vous avez mentionnés sont complexes, difficiles à appréhender. Le périmètre du reporting est aussi extrêmement large et donc ça nécessite des investigations, ça nécessite une organisation. Il y a des problématiques de consolidation des informations à l'échelle du groupe. On est en présence d'entités qui disposent de très nombreuses filiales. Il faut organiser la remontée d'informations. On a un sujet évidemment d'audit aussi, on en parlera tout à l'heure. Donc il faut aussi s'approprier un certain nombre de codes nouveaux en la matière. Et puis évidemment, une des difficultés, puisque ça mobilise du personnel, ça mobilise des ressources internes, externes, c'est que les compétences finalement ne sont pas nombreuses aujourd'hui sur le marché. Il y en a évidemment, mais on est plutôt lancé aujourd'hui dans un processus de formation. Donc la ressource disponible est peu nombreuse, difficilement accessible. Alors je le disais, un des points majeurs en la matière, parce que les processus ne sont pas encore mis en place, on est face à des choses nouvelles. C'est une question de gestion de la donnée, de collecte, de remontée, de sourcing de la donnée, de disponibilité aussi, simplement, de s'assurer de la disponibilité de la donnée, que ça soit en interne et que ça soit aussi auprès de l'ensemble de la chaîne de valeur, amont aussi bien qu'aval. Voilà, quelques éléments pour dresser un petit panorama. On pourra revenir dessus à la fin. Écoutez, merci. C'est une transition toute vue pour Christian. Christian, dans le cadre de vos activités, vous êtes une entreprise du service du numérique spécialisée dans la transformation numérique. Vous constatez ou pas des difficultés liées à la gestion de ces données ? Bonjour à tous. Oui, si je veux faire court dans la réponse. Oui, effectivement, nous, on intervient auprès d'entreprises, principalement des grandes entreprises, sur ces sujets de data. Et la CSRD, au final, c'est de la data. C'est-à-dire qu'on va faire un reporting d'informations et assez nombreuses, comme ça vient d'être dit à l'instant. Bon. Alors, la problématique est différente selon que vous êtes une grande ou une moins grande entreprise, si vous êtes dans tel ou tel secteur, entre la banque, l'industrie ou la chimie, bien évidemment. Mais grosso modo, ce qui ressort aujourd'hui, enfin, pas grosso modo, le point qui ressort, c'est de dire on a eu une première étape qui a servi un peu à comprendre la réglementation. Donc ça a été le travail des équipes juridiques, c'était le travail des équipes ESR dans les entreprises, quand ça existe bien évidemment. Et puis là maintenant, on passe dans la phase de mise en œuvre concrète. Et la phase de mise en œuvre concrète, ça concerne bien sûr ces directions, mais également très souvent la direction financière et puis la DSI, enfin la partie technologique. Voilà. Et là, les entreprises, ça se heurtent, et je prends le mot heurter à dessein, à des sujets très concrets. C'est-à-dire, il faut remonter l'information sur telle ou telle machine, sur telle ou telle usine, sur tel ou tel collaborateur, sur tel ou tel sous-traitant, de ce qu'il fait, ce qu'il consomme, ce qu'il produit, quel est son impact, etc. Bon. Sauf que, alors le panorama est large, mais ça peut être tout simplement cette information, on ne l'a pas, elle n'existe pas. Voilà, on ne sait pas comment la capter. Alors on peut l'imaginer, on peut l'estimer, mais on ne l'a pas. Et sachant que derrière, les auditeurs au sens large ont demandé à l'auditrel, dire pourquoi vous me dites 2 et pas 3, et quelle est la réalité de ces données. Mais la donnée n'existe pas. Bon. Après, elle peut exister, mais elle va être dans des systèmes alors totalement exogènes, des systèmes encore une fois industriels, de sous-traitants, qui ne communiquent pas entre eux, qui n'ont pas les mêmes normes, les mêmes référentiels. La data n'est pas en qualité. Vous avez l'information, à un moment donné, qu'il y a un référentiel qui donne Y, puis un autre référentiel donne Z. Donc on compare des choses qui ne sont pas comparables.
Et là, on est vraiment dans 80% des sujets dans les entreprises. Donc là, moi, ce que je constate, on va pour les choses tout à fait concrètement, c'est en train de passer maintenant dans la mise en œuvre concrète. Et le sujet de la data est un sujet majeur. Encore une fois, soit par non-existence, soit par non-qualité, ou après, et je terminerai par là, sur le système de reporting. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez cette donnée, eh bien, il faut la capter, il faut la remonter, il faut l'analyser. Je passe le côté mise en forme, etc. Mais il faut quand même l'analyser avant de la produire d'une manière générale. Bon. Et là, pour le coup, c'est aussi un surcroît de travail. Il faut construire en fait des data platforms pour avoir cette information. Encore une fois, dans la durée, c'est pas juste un reporting de quelques instants. Il va durer. Il y a des sous-traitants, il y a des stakeholders qui sont importants pour l'entreprise. Donc, ça crée vraiment des très grosses difficultés. Non seulement pour les grandes entreprises qui ont déjà quand même des équipes là-dessus, mais qui doivent mobiliser des ressources complémentaires. Et alors, je ne parle pas du sujet pour les ETI et demain les PME ou TPE, où là, l'information n'existe pas. Voilà. Donc oui, pour terminer là-dessus, la gestion et la disponibilité des données est un vrai gros sujet majeur aujourd'hui dans les entreprises sur le sujet de la CSRD. Karine, c'est à vous. En tant que vice-présidente CSR d'un groupe international, j'ai une double question pour vous, savoir en fait la difficulté pour ces grands groupes et puis comment est perçue cette CSRD au niveau international. Alors j'ai un gros problème de voix, donc je vais vous demander d'être compréhensif. Pour les grands groupes, je ne crois pas que ce soit plus facile que pour les petites entreprises. Parce que les grands groupes, ils ont une première difficulté, c'est que la CSRD n'a pas été transposée dans tous les pays. Donc on a un problème déjà en France, on a de la chance, elle a été transposée correctement. Donc ça donne de la sécurité aux entreprises. Néanmoins, les textes sont difficiles à comprendre. Et on est arrivé à quelque chose qui est, de mon point de vue, assez qualitatif, puisque moi j'ai effectivement eu la chance de présider ce groupe de travail au MEDEF. On a vu les diverses versions de la CSRD. Voilà, nous savons, pour ceux qui étaient dans ce groupe de travail-là, à quoi nous avons échappé. Donc merci, nous avons un texte que nous pouvons comprendre, mais ce texte, il est interprétable encore, puisque c'est le premier exercice pour tout le monde. Et dans les autres pays européens où ça n'a pas été transposé, on ne sait pas comment ça va être transposé. Et surtout, quand on est obligé de travailler avec ses collègues des autres pays, on a un peu de mal quand même à les embarquer dans des définitions qui ne seront pas, ou des exceptions qui ne seront pas forcément les leurs. Donc ça, c'est une première difficulté pour les grandes entreprises. Après, on a une autre difficulté, c'est l'analyse de double matérialité, parce que ce sont des nouveaux concepts. Et ce que je constate, moi, dans mon rôle, c'est que les grandes entreprises, pour la plupart, ont compris ce qu'était ce nouveau concept. En revanche, faire ce travail de double matérialité avec ces parties prenantes, ça implique d'avoir des parties prenantes qui, elles aussi, ont compris ce que c'était que la double matérialité. Et paradoxalement, quand on est un très grand groupe, on fait une enquête, généralement, et on envoie le même questionnaire à tout un tas de stakeholders dont les natures sont très différentes, dont les tailles sont très différentes, dont les pays sont très différents, et qui ne comprennent pas toujours très bien les questions qu'on leur pose. À l'inverse, et je le vois moi, puisque je suis très sollicitée pour répondre à des analyses de matérialité, très souvent, les ETI, elles font des calls. Et on a l'occasion d'échanger en réel sur les sujets de matérialité avec ces ETI. Et je trouve que là, l'ETI, elle a une carte à jouer. C'est cette proximité qu'elle peut avoir avec ses parties prenantes. Et le travail est de bien meilleure qualité, je trouve. Après, on a un autre problème aussi, ou un autre défi. Il faut transformer tous ces soucis en défis. Vous avez parlé, Christian, de la data quantitative. Moi, je voudrais parler de la data narrative, parce qu'on a souvent parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs dans tous ces métiers-là, souvent, ou des auditeurs, on a tendance à se dire que tout se résout par des chiffres. Mais non, une très, très grosse partie du travail qui est attendu des entreprises, c'est du narratif. Et en fait, je trouve que c'est là qu'on touche du doigt ce qu'on attend des entreprises. Quand les entreprises, bien sûr, d'abord s'attaquent à ces data collection, parce que c'est une vraie difficulté, vous avez raison, il faut des systèmes, il faut des gens formés, il faut des unités comparables, il faut des définitions comparables. Ça, c'est un énorme travail. Mais quand on commence à attaquer le narratif, c'est là qu'on attaque le dur, en fait, de la mécanique de l'entreprise et de son business model. Et c'est là qu'on touche du doigt la nécessité de le faire évoluer. Donc ça, c'est une vraie difficulté, mais c'est aussi une opportunité. Donc pour moi, il y a effectivement tous les défis de la CSRD, mais il y a quand même plein d'avantages.
il faut considérer, de mon point de vue, la CSRD comme une belle boîte à outils. C'est une première année. Le travail doit se faire en collaboration avec les auditeurs pour qui c'est aussi la première année. Alors moi, j'ai suffisamment d'expérience pour avoir vécu la DPEF. On a été confrontés, tu te souviens Julien, aux mêmes difficultés lors des premières DPEF. C'est un exercice qui va s'installer dans le temps. Donc il faut ne pas se mettre en mode ni avion, il faut rester aware, très branché sur les textes qui sortent, sur les Q&A, etc., ni en mode panique. Donc il faut aborder les sujets avec sérénité. L'énorme avantage de la CSRD, c'est qu'on a tous désormais un référentiel commun et qu'avec ce référentiel commun, on va progresser tous ensemble. Ça va améliorer, je pense, la qualité des relations entre les entreprises et leurs parties prenantes. Ça va obliger à se questionner sur les dépendances des business models. On est dans des phases peut-être de transition. Moi, j'ai la conviction que la transition elle va durer très très longtemps et qu'il va falloir s'habituer à ces mouvements permanents, à cette nécessité de s'adapter. Alors avant, on avait des secteurs qui devaient s'adapter. Maintenant, ce sont tous les secteurs qui doivent s'adapter et tous en même temps. C'est comme si on jouait tous au Mikado en même temps et qu'il ne fallait pas faire bouger les baguettes. Alors vous voyez, l'exercice, il est quand même extrêmement périlleux. L'objectif, c'est quand même de se dire qu'on est en démarche de progrès. Et moi, je compte beaucoup sur cette collaboration entre les entreprises elles-mêmes avec leurs parties prenantes, les entreprises avec leurs auditeurs, pour faire progresser l'ensemble de nos business models vers des modèles qui seront compatibles du monde de demain. Merci beaucoup, Karine. Moi, j'aime beaucoup cette idée de jeu de Mikado. Et donc, Julien, je vous pose la question, en tant qu'auditeur, comment est-ce que vous appréhendez la CSRD? Comment est-ce que vous jouez donc à cette partie de Mikado? Je ne sais pas si c'est une partie de Mikado. En tout cas, c'est un exercice assez passionnant en ce moment. Pour reprendre le titre de la conférence, de cette table ronde, j'ai envie de dire que c'est bien évidemment les deux. C'est-à-dire qu'il y a une dimension un peu, je ne sais pas si c'est de lourdeur administrative ou en tout cas lourdeur de documentation. Et effectivement, nous, lorsqu'on a une casquette d'auditeur, on pousse à ce que tout ça soit auditable, donc tracé, documenté. Et donc on pousse effectivement en ce sens, pas pour embêter notre monde, mais parce qu'il y a un enjeu de crédibilité de l'information qui sera publiée demain. Et puis, effectivement, on espère tous qu'on ne fait pas tout ça uniquement pour faire du reporting. Parce que sinon, vraiment, on est tous en train de perdre notre temps. Et que, bien évidemment, ce qu'on souhaite, et où qu'on soit finalement dans la chaîne de production de cette information, nous, en bout de chaîne, les émetteurs en amont, et puis les autorités pour guider, c'est que tout ça encourage, soutienne la transformation des entreprises. Sinon, encore une fois, ça ne sert à rien. Alors une fois que j'ai dit ça, on a plusieurs difficultés aujourd'hui. La première difficulté, et si je reprends le bilan qu'on avait fait l'an dernier et les années précédentes avec nos collègues d'EY, Deloitte voilà, c'est affiché, c'est formidable. On était deux mèches en fait. C'est que les entreprises françaises avaient déjà un engagement sur la RSE et en termes de reporting de plutôt grande qualité. Si je reprends quelques statistiques de l'an dernier, 83 entreprises sur les 100 plus grandes qu'on avait étudiées dans ce panel et qu'on suit dans cette étude, avaient déjà une analyse de matérialité. 14 avaient déjà commencé une logique de double matérialité. Bon, on n'avait pas jugé précisément ce qui était aligné ou pas avec les ESRS, mais enfin, il y avait déjà une structuration du reporting autour des sujets qui comptent. Ça ne sort pas du chapeau, cette histoire de matérialité, même si... en termes de gaz à effet de serre, beaucoup d'entreprises, vous retrouvez tout ça dans l'étude, je vous encourage à regarder, mais beaucoup d'entreprises ont des objectifs, la quasi-totalité avait des objectifs, une grande partie d'entre elles alignées sur le 1.5, ou avec cette ambition d'être alignées sur le 1.5. Des plans de transition, c'était un peu plus rare, mais il y avait souvent des plans d'action associés. Beaucoup d'entreprises disaient la biodiversité, c'est un sujet d'avenir, on commence à travailler dessus, on s'engage. Et puis, pour ne pas oublier le social, parce que bien évidemment, c'est essentiel, il y en avait, je crois, 31 qui publiaient déjà des informations sur les taux d'accident du travail dans leur chaîne de valeur. Donc, vous voyez que la data sur la chaîne de valeur, c'est pas nouveau pour tout le monde, quand même. Bon, alors, la difficulté, je disais, pourquoi c'est une difficulté? Parce que finalement, quand il y a quelque chose qui préexiste et qu'il faut l'adapter à un nouveau référentiel, c'est pas agréable. Il faut changer les définitions, les périmètres, les périodes de reporting pour coller
à ces normes SRS qui sont sur la data, et monsieur l'a rappelé, assez précises, pour être alignées encore une fois sur le cadre de reporting financier et pour que ce soit comparable demain et pour encore une fois encourager la comparabilité, la transition et l'utilisation par les différentes parties prenantes. Le deuxième sujet compliqué qu'on a à gérer, peut-être que je passerai la main à mes collègues pour compléter, mais c'est, je ne sais pas si vous avez compris la double matérialité, mais si vous avez compris l'analyse de double matérialité, c'est qu'on ne vous a pas bien expliqué, en fait. Parce que c'est quand même, il y a plein de subtilités, et il y a des choses qui sont extrêmement précises. Il faut prendre la chaîne de valeur en considération, il faut prendre l'horizon de temps. Voilà, on a compris un certain nombre de principes. La logique complète n'a pas encore été totalement digérée par toutes les entreprises. Il y en a qui disent, bah, moi j'ai fait mon scoring sur les grands sujets comme je faisais ma matérialité avant. Le climat c'est important, la biodive moins, machin. Non, c'est pas ça. Là, il faut définir des aéros. Enfin, il y a un passage obligé dans l'établissement de la double matérialité qui est assez précisé. Par ailleurs, il y a un trou dans la raquette qui est que rien ne dit comment on fixe le seuil de matérialité. Et vous voyez bien que l'enjeu majeur, il est là. Vous pouvez avoir une super cartographie des enjeux hyper détaillé avec plein d'aéros dans tous les sens. Alors les aéros, c'est impact, risque, opportunité, c'est le sous-détail de chaque enjeu. Et pour autant, où est-ce que vous fixez la barre puisque l'exercice est binaire, je le regrette, hein, c'est pas moi qui ai fait le texte, moi j'aurais préféré une approche plus progressive en disant il y a des sujets très importants, un peu moins importants, et puis doser le reporting en fonction de ça. C'est pas fait comme ça. C'est fait binaire, il y a ce qui est matériel et ce qui l'est pas. Et alors quand on rentre dans ce cadre binaire, ça rend les choses plus compliquées. Parce que l'interprétation sur ce qui est matériel ou pas est soumise à discussion, a besoin de documentation, d'opposabilité. Et effectivement, on a des discussions en ce moment avec les entreprises pour trouver le juste milieu, l'élément le plus équilibré entre ce qui relève d'une information matérielle et ce qui n'est pas. Et on voit bien les débats. Hein. Il y en a qui disent, par exemple, il y a des informations qu'on veut mettre, mais elles ne sont pas matérielles, mais on veut les mettre quand même. Mais alors, est-ce que du coup, on respecte les ESRS ou on ne les respecte pas? Parce que vu que ce n'est pas matériel, on ne doit pas... Donc il y a plein comme ça et la doctrine étant en cours de construction, les réponses se font par itération et créent plutôt, moi je suis plutôt positif, il y a parfois des petits échanges, des différences de point de vue, mais tout ça est constructif, ça nourrit. On est en train tous ensemble de construire la comptabilité environnementale et sociale de demain. Ça ne va pas se faire en une année, ça ne va pas se faire hyper facilement, et ça ne va pas se faire à ce que tout le monde ait raison sur tous les points. C'est une construction collégiale, collaborative, et c'est ça qui est, à mon sens, assez passionnant et qui va, j'espère, accélérer la transformation demain des entreprises, parce que c'est comme ça, c'est quand même le but. Merci beaucoup, Julien. Alors, Eric, des difficultés ont donc été identifiées par les entreprises sur les textes, notamment sur la compréhension de certaines obligations. Quel est le point de vue de l'ANC qui contribue donc à ces travaux de normalisation ? Oui, alors donc on partage le constat de la complexité des ESRS. Ce sont des normes, et donc comme les normes IFRS financières, elles sont complexes à comprendre et à lire. Donc ce n'est pas l'apanage uniquement de la durabilité, les normes comptables financières sont complexes aussi. Donc du coup l'ANC a souhaité accompagner la mise en place des ESRS en publiant un guide pédagogique sur comment appliquer ces normes de durabilité, les 12 premières. Donc il y a demain matin un webinaire sur le sujet dans le cadre de cette semaine de l'entreprise responsable et inclusive à 10h. Et donc on essaye, donc on va publier demain le dernier volet qui permettra de couvrir les 12 ESRS tous secteurs. Donc oui, c'est complexe. Ensuite, il y a quand même, je voudrais apporter un peu de contradiction à certains éléments qui ont été avancés jusque-là. Donc sur la question de est-ce qu'il y a un risque de finalement de recul de l'idée de transformation par rapport à la conformité aux ESRS et à la norme. Donc clairement, c'est un risque. Et donc, effectivement, le législateur a voulu, avec ces normes, inciter les entreprises à piloter leur transition vers une économie ou un modèle d'affaires plus durable.
Et donc la conformité n'est pas l'objectif de ces normes. Donc c'est plutôt un outil, c'est plutôt un thermomètre. Il faut voir les ESRS comme un thermomètre pour piloter cette transition. Ensuite, il faut accepter l'idée que tous les secteurs, tous les modèles d'affaires n'ont pas besoin de transitionner. On sait très bien qu'il y a des secteurs qui sont plus exposés au risque de durabilité que d'autres. Donc il y a une ambition stratégique dans ces textes, dans la CSRD. Et donc l'ambition, c'est bien de changer les modèles d'affaires quand il faut les changer. La gouvernance doit avoir un rôle important là-dedans, notamment dans les grands groupes. Mais l'état de durabilité, ça doit rester l'histoire de la transformation du modèle, de la transformation de l'activité. Ça ne doit pas devenir des tableaux de points de données. Je le dis parce que je vois des entreprises qui me disent « Ah ben, je vais arrêter mon rapport de durabilité historique et je vais faire des tableaux ». C'est l'antithèse de ce que voulait le législateur. Alors, il y a eu aussi la question sur comment on gère ça, la France, par rapport aux autres pays européens et par rapport au reste du monde. Donc là, ce que je voulais dire, c'est que c'est une crainte légitime. Effectivement, certains pays n'ont pas encore transposé, mais on est convaincu que tous les pays européens vont transposer la CSRD parce que leurs entreprises sont en train de le faire. Et elles ne peuvent pas se permettre de faire des politiques de stop and go. Donc les textes, franchement, la CSRD avait pour objectif d'aligner les pratiques des autres pays européens sur celles de la France. Donc normalement, pour la France, ça ne devrait pas être un énorme pas par rapport aux Polonais, aux Hongrois ou aux Allemands. Je peux vous garantir qu'ils ont plus d'efforts à faire. La marche est plus haute pour eux. Ensuite, il y a une dimension extraterritoriale. Alors, on a parlé de la chaîne de valeur, je vais y revenir. Mais il y a aussi une norme qui est prévue pour les entreprises étrangères qui ont plus de 150 millions de chiffre d'affaires en Europe. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les entreprises étrangères dépensent au moins autant d'argent que les entreprises françaises pour préparer ou se mettre en conformité avec la CSRD. Donc l'objectif d'étendre un peu ou de contraindre non seulement les entreprises européennes, mais aussi les entreprises étrangères qui travaillent en Europe est en train d'être atteint. Donc ça va faire ce qu'on appelle un common level playing field. Dans les autres objectifs de la CSRD, il y avait effectivement mettre l'information de durabilité au même niveau de qualité que l'information financière. Et donc, on pense que vous savez que la CSRD, ce n'est pas une directive nouvelle, c'est juste des amendements à 3 directives financières, qui sont la directive comptable, transparence et audit. Donc, l'objectif, c'était de faire en sorte que la direction financière reprenne en main élargisse son champ de compétences pour superviser ce reporting-là. Et il y a d'ailleurs énormément de connectivités qui sont demandées entre les états de durabilité et les états financiers. Donc ça va être intéressant d'aligner les hypothèses, par exemple quand on fait des tests d'impairment, les hypothèses entre le plan de transition climat et les tests d'impairment. Autre objectif, c'était finalement d'alimenter avec la CSRD ce qu'on appelle les exigences de la finance durable. Donc pour les acteurs financiers qui doivent réorienter leurs prêts, leurs investissements vers des entreprises ou des projets plus durables. Et donc il y a eu un certain nombre de réglementations, SFDR, taxonomie verte, pilier 3 pour les banques, etc. Et donc la CSRD sert à alimenter ces informations. Et aujourd'hui, ces exigences pour les acteurs financiers sont trop complexes. Et donc il faut les simplifier. Et en retour, on pourra simplifier les ESRS. Parce qu'il y a au moins un tiers à la moitié des informations des ESRS qui servent à alimenter ces exigences de la finance durable. Et puis pour finir sur des éléments très concrets pour les entreprises, alors sur la matérialité, je voulais juste répéter qu'il n'y a pas d'obligation de définir des politiques, des actions et des cibles pour tous les sujets matériels. Alors effectivement, le texte parle il y a les enjeux matériels et les enjeux non matériels, mais à l'intérieur des enjeux matériels, il y a des enjeux qui sont stratégiques et très matériels, prioritaires, et il y a des enjeux qui sont moins matériels ou moyennement matériels. Et donc pour cela, ce n'est pas parce qu'une entreprise décrète qu'un enjeu est matériel qu'elle doit nécessairement développer des politiques, des actions ou des objectifs. Donc ce qui est attendu, c'est pour accompagner la transition, c'est de se concentrer sur ce qui est le plus matériel. Donc ça, c'est un élément important, pas nécessaire de... Donc
ce qu'on voit des entreprises qui, du coup, décrètent que des sujets ne sont pas matériels alors qu'elles en écrivent 3 pages dans leur rapport de développement durable historique, ça ne va pas. C'est qu'ils n'ont pas compris la notion, quoi. C'est-à-dire que ces informations-là sont matérielles, mais elles sont moyennement matérielles, donc il n'y a pas besoin de développer des nouvelles choses sur ces sujets-là. Ça peut être du business as usual. Ce qu'on vous demande plutôt en tant qu'entreprise, c'est de bien hiérarchiser ce qui est le plus matériel, ce qui est central pour le modèle d'affaires par rapport à ce qui est plutôt secondaire. Sur la collecte des data, alors oui, la collecte des data, c'est un enjeu, mais par contre, qu'on soit clair, il n'y a pas d'indicateur quantitatif qui porte sur des données venant de la chaîne de valeur. Donc il n'y a pas besoin de collecter des informations auprès des sous-traitants ou des fournisseurs. Donc ça c'est un buzz qui circule, mais qui n'est pas vrai. Sur la consultation des parties prenantes publiques, alors vous pouvez le faire, mais ça n'est pas une obligation non plus, hein. Donc ça, je voulais la préciser. Et enfin, sur les seuils de matérialité, effectivement, ils ne sont pas définis, mais en finance non plus, on n'a pas de définition des seuils de matérialité. Donc, si vous voulez, ce qu'on demande à l'entreprise, c'est juste plutôt du bon sens, parce qu'il y a effectivement des sujets qui sont très matériels et qui sont évidents. Et pour ceux qui sont moyennement matériels, effectivement, il peut y avoir un débat entre l'auditeur et l'entreprise. Mais une fois de plus, sur ces enjeux-là, on n'attend pas grand-chose, puisqu'ils sont moyennement matériels, leur matérialité est discutable. Donc, est-ce qu'il faut faire des politiques? En tout cas, ce n'est pas la priorité pour les actions. Les transformations du business model, elles doivent être faites sur les sujets stratégiques et réellement très matériels. Voilà, je voulais juste préciser ça. Merci beaucoup, Eric. Pierre, une dernière question pour vous. Enfin, on ne termine pas avec vous, on terminera avec vous, Christian. Mais Pierre, est-ce que les entreprises sont conscientes de ces enjeux? Oui, clairement. C'est vrai que le sondage qu'on a fait le montre. Les entreprises sont non seulement conscientes, mais volontaires. Il y a une implication et un souhait d'aller de l'avant sur ces sujets de durabilité et une conscience que on a devant nous un avenir complexe et qu'il faut y aller. Et la difficulté, et je crois que les échanges l'ont montré, la difficulté, c'est aujourd'hui d'arriver à concilier cette dimension-là avec la technique qui est mise en œuvre, la technique qui est demandée. C'est vrai que c'est, d'une certaine façon, Julien, tu le disais, c'est une nouvelle comptabilité, c'est une nouvelle langue finalement qu'il faut apprendre. Et évidemment, quand on voit tout ça, quand on voit l'ampleur de la montagne, ça rebute, ça fait peur. Et finalement, on se dit, mais je suis en train de faire des choses qui sont de la pure technique et qui m'éloignent de l'objectif. Et aujourd'hui, c'est cette tension-là qu'on sent chez un certain nombre d'entreprises, plus une angoisse pour celles qui n'y sont pas encore, voyant un peu le retour d'expérience des autres, de se dire, mais en fait, je suis accablé. Et donc, le sondage, on voit que les dimensions positives sont perçues par les entreprises. Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que la dimension financière, alors que c'est l'impulsion, c'est quand même l'élément central, cette dimension financière, elle n'est pas complètement perçue, alors que l'important, c'est justement les financements, comment les informations de la CSRD permettent de faire remonter les informations au secteur financier pour que le secteur financier puisse avoir ces informations-là et puisse réorienter les financements. Donc on sent que là, on a quelque chose, on a une articulation qui est encore perfectible et qui mériterait d'être faite parce qu'il faut qu'on avance ensemble. Moi, j'ai une coprésidente dans le comité Finance Durable et Reporting ESG. On voit bien que les deux sont liés. Une coprésidente qui est du secteur financier. Et on est en permanence sur ce point-là, d'articuler les besoins du secteur financier avec ce qui est demandé aux entreprises pour que le secteur financier puisse avoir ce qu'il lui faut pour analyser et investir là où c'est le plus pertinent en termes de durabilité. Et donc aujourd'hui, il y a un sujet de réconciliation, de coordination de tous ces points-là, de coordination aussi du travail avec
les préparateurs et les auditeurs pour que on puisse s'entendre, se comprendre, travailler ensemble. Donc c'est un point aussi dans le comité auquel on est particulièrement sensible, et on a des échanges réguliers avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, avec les cabinets, avec les différents acteurs pour arriver aussi à mettre un peu en place ce langage commun qui sera celui qu'on comprendra nous-mêmes de la CSRD. Et donc il y a un très gros travail aujourd'hui à faire d'une certaine façon de vulgarisation de ces prérequis. Alors l'ANC a fait un travail important avec son guide. Nous, on essaie de le prolonger aussi au MEDEF avec un guide, un autre guide qu'on veut complémentaire, notamment de celui de l'ANC et d'autres, pour pouvoir prendre les entreprises un peu par la main, les accompagner, leur donner ces clés, leur faire aussi comprendre, et on travaille avec la mission Flash, Christian t'en parlera après, en étroite coordination pour essayer de leur donner les clés pour intégrer ce nouveau langage et les faire comprendre. Après, c'est sûr qu'il va y avoir besoin certainement du mouvement inverse, ou en tout cas, nous on fait ce travail de vulgarisation, il y aura aussi un travail à faire assez rapidement, on pense, d'intégration de ce travail et du retour d'expérience des entreprises pour que les ESRS, pour que toute cette technique aussi tienne compte de l'expérience, tienne compte de la mise en œuvre et devienne plus opérationnelle. Pour lancer aujourd'hui, on est d'une certaine façon dans un cercle peut-être pas vicieux, mais en tout cas un peu problématique, parce que l'angoisse se nourrit de l'angoisse, la technique nourrit l'angoisse, etc. Il faudra pouvoir réenclencher un cercle vertueux cette fois-ci, où le retour d'expérience permettra d'améliorer, permettra d'affiner, de clarifier, de simplifier, pour qu'on arrive à faire quelque chose qui soit effectivement opérationnel et qui devienne finalement une langue commune pour les entreprises dans ce domaine de la durabilité. Donc pour nous, il va aussi y avoir un travail important à faire côté régulateur, côté y compris européen, pour intégrer ça et donner, on a beaucoup parlé de temps aussi, peut-être un peu étirer le temps pour qu'on puisse justement profiter de cette expérience, de bénéfices de cette expérience, pour que ça devienne plus opérationnel et qu'on réconcilie finalement la volonté des entreprises d'y aller et la capacité d'y aller, qu'elle soit en ressources humaines, financières, de temps, et qu'on arrive à lancer véritablement un cercle vertueux dans lequel la technique sera au service de l'objectif de durabilité et pas un frein perçu par certaines entreprises à leur envie d'y aller, parce qu'elles ont envie d'y aller. Clairement, c'est ce qui ressort. Merci beaucoup. Alors avant de passer aux questions-réponses, Christian, pourriez-vous nous présenter donc les résultats de cette mission Flash? Alors les résultats, on ne les a pas tous complètement, là, je suis désolé, on est encore en plein dedans. Maintenant, pourquoi cette mission Flash? Bon, le MEDEF, c'est une organisation qui défend, j'aime pas le mot défendre, enfin qui soutient, qui est là aux côtés des entreprises pour mettre en avant le point de vue économique des entreprises. D'accord? Et c'est un point de vue qui est très concret, quoi. Je veux dire, le MEDEF, souvent d'ailleurs, est critiqué par son pragmatisme. Nous, on a les pieds dans la glaise, je le dis de manière très claire, le quotidien des entreprises. Voilà. Bon. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce que le MEDEF, au sens large, et bien évidemment son président, est convaincu du sujet qu'on doit avoir un développement plus responsable? Je vous engage à regarder sur les murs. Vous voyez, le leitmotiv du MEDEF, c'est agir ensemble pour une croissance responsable. Donc, on est totalement convaincu du sujet. En tant que chef d'entreprise, en tant qu'être humain, tout simplement. Et je peux vous dire, je le suis vraiment à 100%. Donc, sur la volonté d'aller dans d'avoir une économie plus responsable, il n'y a aucun débat. Après, c'est comment on y va, à quelle vitesse, qu'est-ce que font nos concurrents. Et là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. En France, on est très fort pour être très en pointe sur tous ces sujets. En ce moment, on a quand même un nombre de normes qui arrivent dans les boîtes aux lettres des entreprises qui est colossal. D'aucuns diraient des avalanches. Alors là, on parle de la CSRD. Mais côté, alors dans mon sujet, l'IA Act, la Data Act, on voit tout ce qui se passe sur l'automobile. Il y a le salon qui est en ce moment. Enfin, on pourrait lister partout tous les secteurs d'activité où une avalanche de normes.
Et là-dessus, disons que l'Europe spécialement est quand même assez forte pour mettre des normes. Alors c'est bien que l'Europe soit en avance, parce qu'on a un modèle social qui est quand même, dont on est très fier et qui doit être différent de certains pays qu'on ne citera pas. Le tout, c'est de pas trop en avance pour se tirer des balles dans le pied. Et au sein même de l'Europe, moi je vais avoir un langage de vérité, la France est quand même assez douée aussi pour des fois faire des transpositions, des surtranspositions. On disait tout à l'heure effectivement que les autres pays n'ont pas encore transposé. Bon, dans l'état d'esprit, on voit quand même le sujet. Effectivement, l'Allemagne a plus de pas à franchir, mais je ne sais pas pourquoi je fais un peu confiance au pragmatisme des Allemands pour avoir une transposition qui soit éventuellement un petit peu plus souple que la transposition française. Peut-être que je serai contredit, mais c'est quand même ce qu'on a constaté un certain nombre de fois. Donc, une fois que j'ai dit tout ça, quel est l'objectif de cette mission flash qu'a voulu Patrick Martin? C'est de se dire, cette réglementation, elle est en construction, ça a été dit plusieurs fois. On est en train de la construire, si j'ose dire. Donc c'est de dire, OK, il y a une idée générale, et tout le monde y adhère, il n'y a pas de problème. Maintenant, la mise en œuvre concrète, mettons-nous autour de la table, voyons ce qui est faisable, dans quel délai, comment, etc. Donc agissons avec les autres pays européens et toutes les autorités réglementaires pour faire une transposition, une mise en œuvre concrète de cette réglementation qui soit la plus je vais dire supportable, mais ce n'est pas le bon terme, en tout cas, qui puisse correspondre à ce que les entreprises vont pouvoir faire dans un certain délai. Voilà. Après, il y a le point comment cette réglementation va être auditée, contrôlée. Et là aussi, on sait très bien qu'entre ce qui est écrit et ce qui est fait au quotidien, il peut y avoir des interprétations parce qu'on ne peut pas tout écrire dans les textes. Donc il y a toujours une discussion normale qui existe avec les auditeurs, de la même manière que quand on fait un projet de loi, après il y a un décret puis il y a des instructions administratives. Donc là aussi, c'est de discuter avec les autorités réglementaires sur ce sujet pour voir comment ça va être évalué, apprécié. Il y a des points qui sont non discutables, puis d'autres qui peuvent donner lieu à encore une fois, ce sujet d'interprétation dans le sens positif du terme s'entend bien évidemment. Et puis après, le troisième objet de cette mission flash, c'est d'aider les entreprises à aller de l'avant. Et je suis d'accord avec madame pour dire que autant les très grandes que les moyennes, les petites ne sont pas encore concernées, mais ça va venir. C'est compliqué. Je ne citerai pas, nous on bosse vraiment pour des très grands groupes. Ils ont déjà mis 25-30 personnes. Et alors, ça leur coûte quand même du temps, de l'argent. On est dans une situation économique qui est contrastée, on va dire ça comme ça, voilà. Et des problématiques qui sont très, très, très larges. Et puis les entreprises plus petites, alors là, c'est dégager du temps et des moyens. Voilà. Donc on essaye le MEDEF, encore une fois, cette vision très concrète, très pragmatique, essaye d'amener des éclairages, des idées, de voir comment on peut traiter ça. La notion de temps que tu as évoquée est évidemment très, très importante. Bon, ça a été mis en place au 1er janvier 2024, donc les premiers reporting vont sortir en 25. Bon, c'est très bien que ça va être la première version, donc on attend évidemment une vision, positive et compréhensible de ce qui va être sorti, et puis ça va s'améliorer dans le temps, etc. Il faut qu'on ait une mise en place qui corresponde encore une fois aux moyens, aux attentes, aux possibilités des entreprises. Et disant ça, j'insiste à nouveau, c'est pas sur une question de volonté, comme Pierre l'a dit à l'instant, c'est vraiment une question de manière pragmatique, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà l'objectif de cette mission flash, on a déjà bien avancé, mais je n'ai pas encore toutes les conclusions, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Merci beaucoup à tous. Donc c'était vraiment passionnant ces échanges. On va essayer peut-être ensemble de répondre à la question qui est posée initialement, à savoir lourdeur administrative ou levier de transformation des entreprises. C'est assez difficile d'apporter une réponse. Je crois qu'en fin de compte, avec la lourdeur, il y a aussi l'angoisse dont Pierre vous parliez, le fait de ne pas connaître qui pouvait être considéré comme une problématique ou une lourdeur. Maintenant, on le voit, les acteurs ont bien avancé. On attend les premiers rapports pour 2025. On va avoir un retour d'expérience. On va avoir des entreprises françaises qui se sont déjà intéressées à ces questions, qui vont pouvoir apporter leur témoignage. On a l'ANC, on a le MEDEF qui accompagne aussi pour expliquer ces normes, les simplifier, les vulgariser. Maintenant, à vous, entreprises, de vous en emparer pour que demain, ce puisse être une transformation réussie. Alors maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bonjour, Isabelle Lénarduzzi, je suis la fondatrice de JUMP qui s'occupe d'égalité professionnelle, de diversité et d'inclusion. Dans le CSRD, il y a le S de social. Comment est-ce que vous pensez que ça va pouvoir aider les entreprises à mesurer correctement l'égalité professionnelle et la diversité? Qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Comment ça doit se faire? Et comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut s'en servir pour que ça fasse mouche auprès des entreprises? Eric.
Donc, effectivement, pour les entreprises françaises, il y a beaucoup de sujets des ESRS qui étaient connus et maîtrisés. Et il y en a quelques-uns qui sont nouveaux, dont, par exemple, la publication des écarts de rémunération entre hommes et femmes et entre les plus hautes rémunérations et la rémunération médiane de l'entreprise. Il y a donc le sujet de la parité et du genre et sur la formation, sur la protection sociale. Enfin, il y a tout un tas de sujets sociaux qui demandent à être segmentés ou désagrégés entre hommes et femmes, par exemple. Donc, un des nouveaux sujets également, mais ceci dit, bon, la parité en France, c'est un sujet qu'on traite déjà depuis plusieurs années. Par contre, dans les sujets sociaux nouveaux, il y a par exemple quelle est la part du personnel qui est couvert par des systèmes de protection sociale en France, mais aussi partout dans le monde où l'entreprise a des opérations. Et donc sur les 5 événements majeurs de la vie que sont le chômage, la retraite, la maternité, paternité, etc. Donc on a des choses nouvelles et assez ambitieuses. Alors parfois effectivement trop granulaires. Donc par exemple sur la protection sociale, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'avoir ces informations-là par pays. Je pense que déjà l'avoir au niveau du groupe, c'est déjà intéressant. Mais donc voilà, il y a des demandes spécifiques sur la parité et qui devraient répondre à vos questions. Avec parfois un petit sujet de cohérence avec des outils communautaires, enfin, européens existants sur ces questions de parité, de transparence, où on est lancé dans la mise en place des indicateurs aussi sous l'impulsion des différentes directives récentes et où il faut qu'on arrive à faire fonctionner tout ça dans un schéma qui n'est pas encore établi. On pense aux index notamment qui aujourd'hui n'existent pas parce que la transposition n'est pas achevée et où on va avoir besoin d'arriver à faire le lien entre les deux, plus des problématiques d'harmonisation des méthodes qu'on connaît au niveau européen, que ce soit pour les accidents du travail ou autres, où on est quand même sérieusement handicapé par l'absence d'harmonie des méthodologies au niveau européen. Et voilà, donc il y a des calages, il y a quand même un certain nombre de calages qui doivent encore être faits pour que ça soit quelque chose qui permette un pilotage global et pas seulement pays par pays. Tu as raison, mais quel que soit le gros sujet du social, c'est ça. C'est que finalement, chaque État a ses propres indicateurs et habitudes. On a l'index, mais quoi qu'on fasse au niveau européen, et quand bien même on standardise, ce qui serait le rêve effectivement que tu évoques, ça ne résoudra pas le problème pour une société internationale. Dans un groupe, par exemple, présent aux États-Unis, où il faut présenter les personnes par couleur de peau. Donc, de toute façon, l'homogénéisation, elle n'existera jamais en réalité. Donc, il y a un moment, il y a besoin il y a quand même, avec les ESRS, un complément propre à chaque entreprise pour préciser un certain nombre d'aspects. C'est là où le MEDEF peut aussi apporter des contributions, des éléments de benchmark pour affiner et donner des idées aux autres entreprises. Moi, si je peux me permettre juste de dire que quand même au sein de l'EFRAG, qui est donc l'organisation qui prépare les ESRS, et en collaboration avec les différentes directions générales de la Commission européenne, le travail d'analyse fin de chacune des directives et comment elles s'articulent les unes avec les autres est réalisé. Alors effectivement, il y a des fois, il y a des transpositions en cours dans d'autres pays, donc c'est complexe, mais ce travail est fait et ce souci-là est permanent en tout cas. Mais bon, ça va être difficile. Par exemple, sur les définitions, sur les accidents du travail, en France, on prend en compte les accidents de trajet domicile-travail. Dans les ESRS, ils sont exclus. Donc ce qui sera demandé aux entreprises françaises, c'est de publier avec et sans ces accidents de trajet, par exemple. Et donc il y a cette volonté d'essayer d'harmoniser pour rendre comparable l'information, au moins entre pays européens. Oui, et un point important, c'est de faire apparaître. C'est qu'on puisse faire apparaître les différences aussi pour dire, voilà, il y a des moments, l'harmonisation, en fait, elle trouve ses limites dans les cadres nationaux différents ou régionaux, le cas échéant. Mais en tout cas, que dans la transparence, ça soit aussi un élément pour que le lecteur ne soit pas induit en erreur en se disant, voilà, j'ai ces chiffres-là, à la limite que je puisse retirer certains pays, que je puisse faire. C'est là aussi que, effectivement, on ne peut pas harmoniser au niveau mondial, c'est clair. Au niveau européen, c'est même pas évident. Donc
il faut aussi que ça puisse apparaître, et le travail va dans ce sens, hein, que ça apparaisse pour bien donner des éléments d'explication au lecteur, ce qui montre qu'on n'est pas dans le pur quantitatif, en fait. On est vraiment plus dans alors, je ne sais pas si c'est le qualitatif, mais en tout cas dans l'explicationnel, parce qu'on n'a pas, on n'est pas sur du chiffre pur en réalité. On est sur des choses qui sont reliées à des systèmes juridiques nationaux, qui sont reliées à des historiques nationaux. Tu parlais effectivement de la problématique de la diversité, elle est traitée très différemment aux États-Unis et en Europe. Donc on est confronté à ça, et il faut qu'on arrive à le mettre en évidence, y compris pour des lecteurs qui ne sont pas familiers de la chose, ce qui est loin d'être simple. Et effectivement, il y a un travail commun à faire là-dessus. Un mot complémentaire pour la réponse à madame. Il y a deux sujets que je me permets d'ajouter, pour moi, qui sont quand même des avancées ou des évolutions avec les ESRS, ou des nouveautés en tout cas. Et on l'évoquait dans le benchmark l'an dernier, on avait déjà regardé quelles entreprises travaillaient déjà dessus. Ce sont la notion de salaire décent. Il y avait déjà quelques entreprises pionnières qui avaient fait des travaux sur ce sujet avec des organismes et qui proposaient des contributions, et donc elles vont s'imposer progressivement finalement, puisque cette notion de salaire décent est un sujet peu abordé précédemment, à part ces quelques pionniers qu'on évoquait l'an dernier dans notre étude, et qui là vont devenir un passage obligé. Et le deuxième, c'est l'écart de rémunération quand même entre hommes et femmes, avec un certain nombre une approche là standardisée, et des éléments par grade, etc. Donc il y a quand même des avancées, des sujets qui font avancer la réflexion, et on espère là l'amélioration quand même. On ne fait pas ça par pure transparence. Je crois que monsieur devant. Non, attends, est-ce que je peux juste... Oui. Je vous donne juste le micro. Une micro-question technique. Est-ce qu'il y a obligation de sexuer ou de genrer la data, par exemple, sur la formation professionnelle? Est-ce qu'il y a cette obligation-là ou pas? Ça dépend des datas sociales, en fait. Donc il faut regarder ligne par ligne. Mais là, pour la question précise de la formation... Oui. Ah bah, il y a quand même beaucoup de data points, donc on peut les rebalayer, mais je crois qu'il y a des guides du MEDEF en préparation. C'est ça, Karine, voilà, que je voyais. Voilà, donc dans le guide du MEDEF, il y aura tout le détail et toutes les explications. Courreau, et je dirige Tech for Life qui travaille sur les mesures d'impact et la comptabilité socio-environnementale. Je voudrais revenir sur une des phrases qui a été mentionnée, qui était de dire qu'on construit la comptabilité de durabilité de demain. Et je voudrais questionner ça. Est-ce vraiment de la comptabilité? Et donc, je conçois bien que ça soit l'alignement, comme ça a été dit par M. Duvaux, de plusieurs fonctions dans l'entreprise autour de la finance, et que ça crée un peu une grammaire commune, et qu'on ait par exemple des gens de la gestion des risques qui parlent un peu leur jargon particulier, on pourrait dire un dialecte, et qu'avec cette grammaire, on va avoir un langage très partagé, et ça c'est très intéressant, comme la comptabilité peut être un langage commun. Mais dans la mesure où c'est les annexes des comptes quand même, c'est de l'extra financier, est-ce vraiment de la comptabilité? Donc ma question est la suivante, si on regarde dans le long terme, quand et comment voyez-vous les uns les autres les données de la CSRD entrer en comptabilité? Voilà ma question. Bon, alors je vais peut-être commencer, mais parce que j'ai le micro à la main, c'est pas... D'abord, effectivement, il y a une réflexion de la recherche depuis des années sur des modèles qui ont été développés sur cette notion de lien et de comptabilité. Merci d'avoir accroché la balle au bon, parce que c'était un peu provoque d'utiliser le mot comptabilité environnementale et sociale par référence à des travaux de recherche ou des propositions préexistantes. Moi, d'abord, non, pour répondre à un de vos mots, ce n'est pas de l'extra-financier. On parle de CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, on ne parle plus de Non-Financial Reporting Directive, c'est pas pour rien, parce que dans la CSRD, il y a énormément de données financières. D'abord, il y a les ratios taxonomiques qui font partie du rapport de durabilité, qui sont des ratios financiers verts. Enfin, il y a des informations, alors pas la première année, mais les effets financiers du changement climatique, des impacts environnementaux, matériels par exemple, il faudra les mettre. Bref, il y a une connectivité qui est attendue entre financiers, entre les informations de sustainabilité, de durabilité, qui peuvent être financières ou non financières, monétaires ou non monétaires, et avec les comptes financiers historiques. Ça, c'est le premier sujet. Deuxièmement, on a de plus en plus déjà, c'est perméable, de dire que dans les comptes financier, il n'y a pas de lien avec les sujets environnementaux et sociaux, est quelque chose de totalement faux. S'il y a
des risques et des provisions environnementales, ça existe depuis longtemps. Alors, certains disent on pourrait le faire mieux, plus loin. Bon, ok, mais il y a aussi des règles comptables. Si on met tout ce qui est risque, on le met en provision, vous n'aurez jamais de résultat, il n'y aurait jamais d'impôt. Donc ça posera un problème quelque part. Donc tout ça est plus compliqué. Mais en tout cas, ce qui est passionnant, pour apporter aucune réponse à votre question, c'est que on est dans un moment de réflexion comme ça collective qui est assez passionnante. Et donc, le cadre qui est posé pour partir sur cette réflexion, c'est celle de la CSRD. Puis on verra couche après couche comment on améliore, comment on crée plus de connectivité, comment on améliore aussi l'évaluation de l'impact. Peut-être que ça, c'est le plus compliqué, le plus manquant dans les ESRS. Mais attendez, on va faire par étapes. Commençons avec ça, déjà, c'est pas mal. Oui, moi je suis assez d'accord. On n'est pas en train de développer quelque chose qui vient à côté de la comptabilité et qu'on va faire, où on va avoir deux piliers en silo. Au contraire, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui est totalement interconnecté, dont les connexions se développeront de plus en plus. Donc d'une certaine façon, on dépasse la comptabilité et on va faire naître quelque chose de nouveau, dans lequel la comptabilité d'une certaine façon est intégrée. Donc je pense qu'il faut se placer dans un schéma où on invente quelque chose de nouveau, dans lequel on intègre des choses dont on avait les briques et dont la comptabilité, évidemment, est l'élément le plus ancien. Mais ça, c'est presque à la fin de la... Je ne vais pas parler de la fin de la foire, mais en tout cas, c'est à la fin de l'aventure qu'on verra un peu où on est arrivé et où on donnera un nom qui sera, je ne sais pas lequel, au final. Donc en tout cas, la monétarisation des externalités n'est pas encore dans les ESRS et la CSRD. Bonjour, alors moi je suis Muriel Aoïdis et je travaille dans l'équipe RSE de la société Atos. Moi j'ai une question par rapport à la comparabilité. Comment vous voyez la comparabilité avec ces normes ESRS alors qu'aujourd'hui on fait chacun notre analyse de matérialité, on définit des seuils nous-mêmes et on a plus ou moins un tel sujet ou tel sujet qui est matériel ou très matériel comme vous le disiez. Alors du coup, il peut y avoir deux sociétés du même secteur qui vont peut-être avoir des choses très différentes. Il y a une tellement grande, disons, interprétation aussi, et même la méthodologie aussi, quand on fait une analyse de double matérialité, la façon dont on interroge les parties prenantes qu'on interroge aussi également, si c'est un questionnaire, si c'est des entretiens, si c'est... déjà la compréhension des sujets aussi par les parties prenantes interrogées. Donc j'ai l'impression qu'en tout cas ça va être très difficile d'arriver à cette comparabilité et en tout cas et même qu'est-ce qui est le bon ratio de sujets, de SRS, d'impact, risque et opportunités qui sont matériels. Et parce que j'ai l'impression que finalement on peut en avoir un grand nombre comme un petit nombre et c'est très difficile de focaliser. Voilà. Ça marche, oui. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas se paniquer du tout, que vous allez faire votre exercice. Il va être l'image de vos travaux de cette année, que vous allez vous nourrir de tout ce qui va être publié l'année prochaine par vos homologues ou vos concurrents, et que progressivement, votre secteur, va converger vers une liste de sujets plus ou moins matériels pour ce secteur, et puis auxquels vous allez rajouter ceux qui sont spécifiques à Atos. Je pense qu'il faut rentrer dans cette dynamique-là. Chaque entreprise est dans un écosystème et elle est observée de l'extérieur. Elle est observée par ses concurrents, elle est observée par ses partenaires, elle est observée aussi par la société civile. Et tous ces acteurs-là vont contribuer, finalement, je pense, à affiner ces notions de sujet matériel ou pas pour les entreprises. Il ne faut vraiment pas se dire qu'on aura échoué si on n'arrive pas tous au même endroit au même moment. Au contraire, nos travaux différents les uns des autres vont nous mener tous ensemble vers la bonne destination. Moi, j'en suis persuadée. Et vous pensez que ça va aider à constituer les normes sectorielles ? Je pense que oui. Je pense que oui. Oui. Enfin, effectivement, je suis tout à fait aligné avec votre réponse, Karine. Mais les normes sectorielles qui vont arriver vont répondre à la question de la matérialité, de toute manière. Et donc ça, c'est dans 3 ou 4 ans, quoi. Et donc, le sujet de la comparabilité, ce n'est pas la comparabilité du résultat de l'analyse de matérialité. Parce que franchement,
ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est qu'on vous attend, enfin les entreprises sont attendues sur les 3 à 5 enjeux stratégiques majeurs éventuellement. Et donc les indicateurs qui sous-tendent ces enjeux, là, devront être comparables. Mais pas tous les indicateurs, pas tous les points de données des ESRS. Donc ce qui est important, c'est que vous soyez présent sur les éléphants dans le couloir, si je puis dire. Et donc la comparabilité, elle est sur les indicateurs quantitatifs relatifs aux enjeux très stratégiques. Point. Là, je ne parlais pas en termes de la comparabilité, enfin, c'était juste la comparabilité parce qu'au départ, c'est l'analyse de matérialité qui fait qu'on a ces sujets-là ou ces sujets-là qui sont matériels. Et du coup, dans une entreprise d'un secteur et une autre entreprise du même secteur, peut avoir des divergences dans les enjeux qui sont... Comme l'a expliqué Karine, dans 2 ans, il n'y aura plus de différence. Non, mais il y en aura la première année. Hein. Oui, voilà. On suit plusieurs entreprises dans plein de secteurs, dans le même secteur. Il y a une entreprise qui me dit ça, c'est pas matériel, c'est impossible, regardez, ça marche pas. Et l'autre qui me dit, mais c'est sûr, c'est évident, c'est matériel. Bon, il y a un moment, il va falloir qu'ils se parlent, mais nous, on n'est pas là pour... alors, le regard croisé, on peut faciliter aussi, chacun amène sa pierre. La pierre qu'on peut amener, c'est... de questionner. On n'a pas le droit, bien évidemment, de parler des dossiers des autres, mais on a le droit de dire, vous êtes sûr, est-ce que vous avez parlé avec vos homologues, tiens, c'est bizarre quand même. Voilà. Donc, dans ces interactions, ce questionnement, on dit souvent que les auditeurs sont pointilleux, titillés, etc., mais parfois, il y a aussi la volonté de faire que la réflexion aille jusqu'au bout pour vraiment prendre l'addition. Après, la première année, je suis d'accord avec Karine, c'est pas grave, ce sera pas parfaitement homogène, heureusement. Enfin, c'est pas possible vu la subjectivité et le fait que ce soit une première année. Et puis on fera, je sais pas, peut-être l'an prochain, des éléments de benchmark comme on a fait les dernières années pour regarder comment, dans tel ou tel secteur, les sujets ont été traités, abordés. Voilà. Et on a des fédérations aussi qui accompagnent les secteurs, qui essaient de faire converger, ou en tout cas qui voient s'il y a des convergences. Il y a aussi tout un travail d'accompagnement qui est fait, mais forcément ça prendra du temps et c'est vrai que, on ne peut pas être alignés tous la première année sur les analyses. En plus, on a des particularités aussi par entreprise quand même malgré tout. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et puis donc... la convergence, elle a forcément, quoi qu'il en soit, une limite. Et il ne faut pas non plus aller vers imposer à un secteur telle ou telle analyse a priori. Il faut aussi que chacun garde sa liberté d'interprétation et d'analyse. La matérialité, c'est quand même aussi quelque chose qui est propre. Mais il y aura évidemment une convergence et les fédérations sont là aussi pour aider à cette convergence, pour tracer des lignes. Donc ça va se faire. Mais j'aime bien votre question parce que la comparabilité était la motivation première des lignes des ESRS, et on n'y sera pas. Voilà, pas tout de suite. Bon, mais c'est pas tout de suite. On n'y sera pas cette année. Mais on peut toujours espérer. C'est toujours l'objectif, quoi. C'est la quête transparence et comparabilité. Du Graal de la comparabilité. Bonjour, Marie Ebra, je suis CEO de Fletcher, donc une solution de pilotage stratégique et de reporting ESG en mode SaaS. Et j'aurais souhaité revenir sur le sujet des seuils de matérialité que vous aviez évoqué tout à l'heure chez Deloitte notamment. En attendant, alors effectivement, d'avoir du recul et d'avoir les premiers exercices, la question ce serait en fait quels tips vous pourriez donner aujourd'hui à des entreprises qui ont réalisé leurs travaux de double matérialité, leurs cotations, leurs analyses des IRO, leurs cotations des IRO notamment, et comment, voilà, souvent elles me demandent, bah oui, mais est-ce que dans quelle mesure ce sujet immatériel ne l'est pas? On sait qu'on n'est pas dans une science exacte, comme pour les normes comptables, mais quels tips, quels tuyaux, quels conseils vous pourriez leur donner pour déterminer si tel ou tel sujet est matériel ou les moins, par exemple? Moi, je vais vous dire comment je réagis puisqu'on est censé exprimer un regard critique, un jugement professionnel avec un regard critique sur... Alors, l'auditeur, formellement, il ne porte pas d'assurance sur le résultat de l'analyse de double matérialité. Il regarde la conformité de l'ensemble du processus, mais naturellement... Si sur le résultat il n'est pas d'accord, c'est que quand même dans le processus il y a eu un truc avec lequel il n'est pas d'accord. Sinon ça débouche
un résultat avec lequel il est normalement à peu près à l'aise. Donc, et pour autant, on exprime, on peut faire des retours aux entreprises, et puis on est quand même un peu pieds et poings liés avec, on va quand même mettre notre signature sur le fait que voilà, le rapport de durabilité est conforme et aborde les sujets qui comptent. Donc, bon. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a dans l'information qui est présentée ou jugée matérielle des sujets qui manquent et qui pourraient créer potentiellement une polémique ou qui pourraient challenger l'entreprise? Parce que moi, je ne suis pas là pour embêter l'entreprise en tant qu'auditeur. Je suis aussi là pour, finalement, protéger ses intérêts, ou en tout cas protéger aussi les intérêts des parties prenantes qui peuvent avoir des questions légitimes sur certains sujets. Donc, si l'argument de l'entreprise, c'est on ne veut pas mettre matériel parce que finalement, il faudrait derrière mettre beaucoup d'informations, être très transparent, ça met vraiment beaucoup de travail, etc., on voit bien que l'argument, il n'est pas très dense. Il n'est pas... Donc, on le challenge le plus possible. Voilà, ce n'est pas toujours le cas, mais s'il est documenté, on se dit, ben voilà, s'il y a une critique, ils pourront ressortir cette documentation en disant on avait jugé matériel à l'époque parce que tel et tel sujet. Si vous regardez les sujets de polémique ou de controverse sur lesquels les entreprises ont été challengées ces dernières années, 3 mois avant, personne n'aurait dit que ce sujet était matériel. Hein. Je vous en cite des dizaines de cas. Jamais personne ne pouvait penser que ce sujet était un sujet important. Pas toujours, et parfois le sujet était connu, mais très souvent on ne sait pas parce qu'il y a donc il faut toujours se questionner, et donc voilà, le type c'est de se questionner sur est-ce que voilà, est-ce que ce que je vais représenter est pondéré en termes et équilibré en termes de sujets que je vais aborder. Bon, c'est une part subjective. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... Si, absolument. Si, complètement. Effectivement, vous avez soulevé quelque chose qui est tout à fait pertinent, c'est cette notion du contexte. Comme vous le dites, quelque chose qui est matériel à un instant T ne le sera pas forcément 2 mois plus tard. Ou inversement. C'est certain que les sujets vont évoluer. L'analyse de matérialité va évoluer dans le temps. Forcément, il y a des sujets qui émergent, voilà, et on ne sait pas lesquels. Il y a peut-être des sujets demain sociétaux qui seront beaucoup plus importants que ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Madame parlait de la diversité, l'égalité homme-femme. Il y a 30 ans, on n'aurait peut-être pas mis la même matérialité, malheureusement, j'en sais rien. Il y a aussi dans ce travail sur la CSRD le fait de travailler sur les risques et le fait de travailler beaucoup plus largement à l'intérieur de l'entreprise en croisant divers regards. Et moi, je me suis fortement appuyée sur ce travail d'identification des risques et des opportunités, bien sûr, mais surtout sur les risques, parce que, en fait, les fonctions, les experts dans les métiers, eux, ils savent où sont les nids de risque. Donc, ils savent ce qui va pouvoir arriver à l'entreprise, souvent. Alors, ils l'estiment à des niveaux plus ou moins élevés, mais il y a quand même des petits signaux qui peuvent être communiqués en interne. Et donc, du coup, ça permet de se prémunir contre le fait qu'on aurait oublié un sujet matériel. Moi, ce que j'ai donné à l'intérieur de l'entreprise comme définition de ce que c'est qu'un sujet matériel, la matérialité financière, c'est assez facile, mais pour la matérialité d'impact, c'est qu'est-ce qui va pouvoir, depuis l'extérieur, changer le cours de l'histoire de l'entreprise. Et en fait, finalement, on arrive assez vite à lister les sujets qui sont matériels. C'est une belle définition, ça, la matérialité d'impact. Moi, je voulais juste rappeler que les ESRS n'exigent pas de cotation quantitative des impacts, risques et opportunités. Ce qui est demandé, c'est une évaluation de matérialité, donc, qui peut être qualitative. Hein. Donc il ne faut pas enfermer les entreprises dans forcément une logique de tableur Excel, quoi. Alors effectivement, ça peut aider. Et ensuite, sur le processus d'analyse de matérialité versus le résultat, donc ce qui est demandé, c'est quand même une représentation fidèle des enjeux de l'entreprise. Donc voilà, ce qu'on attend à minima des auditeurs, c'est qu'à la fin, les enjeux principaux aient été identifiés par l'entreprise. Concrètement, on va faire quelques benchmarks. On va regarder d'abord ce que publiait avant l'entreprise, parce que si d'un coup il y a des sujets qui disparaissent, on peut demander pourquoi. Ça peut être tout à fait rationnel. Hein. On va regarder les référentiels sectoriels. Il y a dans beaucoup de sujets. Les fédérations ont fait des travaux, des recommandations, voilà. Et puis bien évidemment des éléments de revue de presse ou de contexte, d'éléments de contexte, d'attente. Encore une fois, ça ne veut pas dire que parce que le sujet n'y est pas que c'est un problème. Mais on peut. Et puis
beaucoup de dialogue en réalité aussi avec l'entreprise pour comprendre. Avant de juger, nous, on essaie de comprendre et essayer de voir la réflexion qu'il y a eu et l'approche qu'il y a eu pour sélectionner les informations matérielles, parce qu'effectivement, cette représentation fidèle des enjeux, il y a une part de subjectivité qu'on doit tous accepter, on vit avec. Et donc elle crée du dialogue. Et je trouve que dans cette phase-là de première année, c'est très positif, même si parfois, encore une fois, ça peut être de temps en temps pénible. Mais c'est fait pour se poser les bonnes questions et pour structurer un socle solide pour la suite. Je vous remercie. Je crois qu'on n'a plus de questions sur cette table ronde. On va donc pouvoir la clôturer. Merci à tous. Merci beaucoup.